Alors, la retraite, j'y crois pas. La 3F, faut voir. Lui, il a plus ou moins démenti, a dit que ça l'intéressait pas trop, mais les démentis d'Olas, on sait ce que ça Voilà. vaut. Ferland Mendy, Guimarães quand il était à Lyon, et je pense qu'il y en a plus encore. Après, est-ce que ce serait souhaitable à la tête de la 3F? Je sais pas. Je pense que c'est une grosse galère, pour rester poli en ce moment, à la Fédération française. Mais il est en train de monter quelque chose à la 3F vis-à-vis des féminines. J'ai pas exactement les tenants, les aboutissants du projet. Mais ça, je pense que c'est l'homme parfait qu'il faut diriger le football français féminin. Il n'y a rien de mieux pour lui. Il est très compétent. Il peut mettre la lumière aussi si la tête du football féminin, c'est Hervé Renard et Jean-Michel Aulas en France, c'est très fort. Ce Moi, serait bien moi, qu'on ait des droits télé déjà. ouais, Parce qu'il y a une pétition qui a été envoyée pour que la Coupe du Monde féminine soit diffusée. Ce qui est quand même C'est vrai assez que ça grave. serait pas mal, hein, sachant que ça arrive bientôt. peut-être qu'on peut demander les droits TV, nous. Vous en Bah, pensez quoi? je sais pas. Peut-être. On peut montrer les On peut matchs. essayer, on peut tenter Ouais. d'apprendre les droits télé. On demandera à Yamine pour voir s'il a le pognon, vu qu'il vit de sa passion. Il vit de sa passion. On pourra demander, mais en tout cas, pour la 3F, ça peut être un avenir ou pas, Abdou? Si c'est dédié à la section féminine, oui, mais sinon la 3F en général, pour moi je trouve que c'est tard. Puis pour moi, il aurait peut-être dû arriver avant l'Euro 2016. Tu vois, si par exemple la France avait joué l'Euro 2016 et que c'était Jean-Michel Aulas à la tête de la FFF à ce moment-là, tu vois, je me serais dit ok, on peut voir venir, etc. Le Il aurait COMEX, eu le non? temps de bosser, tu vois. Mais là, je dis que déjà, entre toutes les affaires qui ont émaillé, bon, on a eu la tête de ce bon vieux Noël Le Graët, mais finalement, presque rien n'a changé autour de lui. Et s'il arrive, c'est. Je sais pas. Le COMEX, peut-être, non? Difficile à dire. En fait, je vois peut-être simplement être un électron libre. Pas un consultant, pas non plus quelqu'un qui va être là. Je vois peut-être écumer un peu les plateaux ici et là, ou Ouais, voilà. simplement, voilà. Être plus en retrait, avoir deux trois activités toujours dans le foot ou au moins dans le sport ou peut-être développer d'autres aspects, je sais pas, autour de l'OL ou du bassin lyonnais. Et de temps en temps, tu le vois apparaître à la télé ici et là, tu vois. Ou sinon, au moins un titre honorifique à la FFF, mais pas plus. Je vois vraiment pas avoir une fonction effective là et je vois difficilement un avenir très très actif, tu vois. Selon vous, quel a été son réel apport pour le football français durant ces 2 dernières décennies? Qu'est-ce qu'il a su vraiment apporter pour ce championnat? De l'ambition déjà. Parce que le symbole du football français en club qui est ambitieux, ça reste quand même son Noël des années 2000. Mm. Cet Noël-là qui était vraiment pas loin D'être de champion d'Europe. remporter la Ligue des Champions. Là, on le sentait. Même si finalement, ils atteignent le dernier carré un peu après la fin de l'âge d'or. Mais tu sens quand même que Lyon avait très très bien bossé. Voilà, après, on le sait, on l'a déjà dit, le problème d'Ola, c'est que il est resté bloqué dans ce modèle-là qui avait fonctionné et il n'a pas su évoluer avec son temps. C'est aussi pour ça que je me dis que le voir à la FFF, alors que l'époque, hein, on est en plein changement, que 2024 sera une année charnière, voire même une année historique pour plusieurs raisons. Voilà, moi je pense sincèrement quand même que son apport, il est colossal. Il a mis la lumière sur la Ligue 1. Oui, il faut le dire, parce que voilà, avant les années 2000, la Ligue 1 n'était pas tant suivie que ça. Et surtout, à une époque où, en France, tu as un accès qui s'est démocratisé à la Serie A. La Serie A des années 2000, c'était costaud. La PL des années 2000, c'était costaud. La Liga des années 2000, ça commence à être très intéressant aussi. La Bundesliga aussi qui commence à péter avec son Noël, quelque part, il a quand même réussi à sauvegarder et à conserver un intérêt très prononcé pour la Ligue 1, malgré le fait que C'est- justement, il y avait ces championnats étrangers qui arrivaient dans nos télés. Tu vois. C'était aussi une des seules voix du football français. Jean-Michel Aulas, il faut aussi se rappeler quand il avait fait son intervention dans l'after. Bon, pas vous êtes envoyé au Riolo, mais son- Ça, c'était marrant, ça, quand même. c'était très drôle. Il décroche son téléphone et en plus, il a payé avec son forfait. Mais là où c'était une voix du football français, c'est quand il était venu pour dire qu'il ne fallait pas arrêter le championnat de France. Mais définitivement. Et là, c'est là que tu t'es dit, en fait, il y a Aulas et les autres. Oui. Parce que qui s'est levé? Personne. Nasser n'a rien fait. Bon, logique, il sert à rien. Le président de Marseille n'a rien fait non Ça les plus. a rangés. Ça les a, oui, nous, ça nous a arrangé pour le coup. Marseille aussi, ça les a arrangés un peu. Beaucoup se sont moqués de Jean-Michel Aulas parce que beaucoup pensaient que mais il veut reprendre le championnat parce que Lyon n'est pas qualifié pour les compétitions européennes. Mais au final, il n'avait pas tort. On peut dire qu'il est en retard sur beaucoup de points, mais sur ce point-là, il n'avait pas tort parce qu'on a vu ce qui s'est passé.
Financièrement, ça a été une catastrophe pour la plupart des clubs, même pour le Paris Saint-Germain. Beaucoup de clubs ont eu recours à un prêt garanti par l'État, le fameux PGE. Donc on s'est moqué de lui. Mais au final, il a eu raison de dire qu'il ne fallait absolument pas arrêter définitivement le championnat de France. Et c'est un des seuls qui a ce respect pour ce championnat-là. Et on sent que c'est sa prunelle, que c'est son bébé. Et on a vu aussi par rapport au problème des médias pro, ça s'est mal placé. Mais même ce qui s'est passé avec le Covid, ça a eu des répercussions catastrophiques. Le seul qui voulait que le championnat reprenne, ça montre aussi que en France, on n'est pas du tout un pays de foot. Comment tu peux arrêter ton championnat de France, le sport le plus suivi dans ton propre pays, pendant que tu as eu le restart en Première Ligue, en Liga, en Serie A, partout ça a eu un restart. Sur les réseaux sociaux, tout le monde attendait le restart des championnats. Et d'autant plus, Lyon et Paris étaient en lice pour la Ligue des Champions. À ce moment-là, ils sont arrivés sans rythme, on fait un super Sans parcours. rythme, On peut se demander ce que ça aurait fait avec du rythme Exactement. dans les jambes. nos seuls matchs, c'était un match de préparation face à Sochaux, la Coupe de la Ligue pour l'Olympique lyonnais et nos 2 matchs de coupe pour le Paris Saint-Germain. Ça a été la seule voix de ce championnat-là pour dire il faut absolument reprendre le championnat de France. Il a écumé quasiment tous les plateaux télé, les radios de France pour dire il faut absolument reprendre ce championnat-là. Mais en France, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a moqué. Ah ben c'est normal, tu dis ça. Ça n'a pas repris. Tu veux que ton club aille en Europe. Mais surtout qu'en plus, c'était complètement idiot, en fait, parce que tu reprends pas ton championnat, mais finalement, tu as quand même joué tes 2 finales de coupe à ce moment-là. Si tu es capable de reprendre ne serait-ce que jouer tes finales de coupe, tu dois reprendre pour ton championnat. Et derrière aussi, ça a une conséquence, il y a eu un effet domino, parce que du coup, au nom du fait que la Ligue 1 n'est pas repris, que ce soit le seul championnat qui n'est pas repris, bah derrière, t'as pas eu de ballon d'or. Donc tu as eu un Robert Lewandowski lésé, peut-être même un Neymar qui était lésé. Parce que imaginez un Neymar avec encore plus de rythme, bah tu peux imaginer le PSG vraiment battre le Bayern en finale. Tu peux imaginer Neymar Ballon d'Or. C'est vraiment pas incongru. Et d'ailleurs même ce qui a fait la différence sur la finale, on l'a vu, c'est que le PSG avait attaqué très très fort, mais en fin de compte, le Bayern a mieux fini la rencontre physiquement. Ouais, la gestion était meilleure, mais c'est le problème, c'est que il avait prévenu, il faut reprendre le championnat. En fait, on dit souvent à chaque fois, dans les 5 grands championnats, tu mets la France. Bah montre que sur ce moment-là, tu fais partie de ce fameux Big Five. Et dans les seuls, Pour moi, c'est un Big Four, hein, depuis toujours. et bah, Pour nommer l'émission. Ouais. c'est lui, hein, c'est un Non mais escroc. c'était aussi devenu un débat sociétal en France où les footballeurs comme d'habitude oui, voilà. ils veulent reprendre, pourquoi ils seraient privilégiés, ceci, cela. Et donc après on pouvait presque plus les faire reprendre parce que ça avait été accaparé par des politiques, etc. Et donc c'est dommageable. C'était triste parce que, bon, bah, au final, on voit l'importance d'un championnat qui se joue. Tous les clubs aujourd'hui ont des conséquences dramatiques. Malgré que tu aies repris le championnat l'année d'après, bah, pour un club comme Lyon, où son stade, il est propriétaire de son stade, bah, pas d'entrée de billets, bah, pas forcément de revenus. Il a quand même réussi à construire un nouveau stade, à faire rentrer son club en bourse, ce qui n'est quand même pas rien. Même si je trouve que c'est pas forcément d'utilité, parce que bon, tu as quand même perdu tes gros actionnaires que sont Pathé et M6. Mais là aussi où il a eu son rôle extrêmement important, c'est sur le football féminin. Toi là, tu disais ce qu'il a fait pour le championnat de France. Ce qu'il a fait pour le football féminin, c'est pas qu'il a mis la lumière sur le football féminin. C'est qu'il n'y a pas de, il a créé, ouais. il a créé, il n'y a pas de là, c'est pas de football féminin. Ouais. Aujourd'hui, Vraiment la personnification de ces secteurs-là. J'irais même plus loin. Je pense même que si Olas n'avait pas existé, le football féminin serait à jamais resté dans l'ombre. Finalement, ce qui a permis aussi, en tout cas d'un point de vue français, ce qui a permis aussi de mettre un peu en lumière le football féminin, c'est cette Coupe du Monde 2019. Il faut pas oublier, cette Coupe du Monde 2019, la finale était au Parc OL. Ouais. Et c'était tout un symbole. Ça voulait vraiment tout dire. Ça aurait pu être au Stade de France ou même au Parc des Princes, parce qu'avant le c'était premier le match stade. était au parc. Non, je me suis trompé, non, c'était pas ça. Si, il me semble que c'était au Parc des Princes le Ouais, premier je match. crois, ouais. Mais finalement, ça s'est fait là parce que le Parc OL, ou du moins l'Olympique Lyonnais en général, c'est pour moi en tout cas pas le berceau, mais au moins le noyau dur du football féminin sur la scène européenne. Bien sûr. Pas qu'en Ligue des Champions, c'est-à-dire que même si tu vas en Allemagne avec Wolfsburg ou bien en PL, que ce soit avec Chelsea, avec Arsenal surtout dans les années 2000, mais tu vas partout et tout, on te dit football féminin, tu Lyon. penses à l'OL en premier en fait. Bah, tu penses à eux,
Voilà, cette Ligue des Champions, il faut quand même le rappeler, c'est pas rien, c'est stratosphérique. Aussi un championnat qui a réussi quand même à évoluer avec son temps, voilà, petit à petit. Et je pense honnêtement que sans ce Aulas-là, t'as pas le Paris Saint-Germain actuel, Oui. ou peut-être que tu l'aurais eu, mais en fait, ça aurait été un nivellement par le bas. Tu aurais eu un Paris Saint-Germain beaucoup trop fort pour les autres. Comme en Parce Ligue 1, que, quoi. comme en Ligue 1, mais beaucoup plus poussé, beaucoup plus prononcé, parce qu'il faut savoir, le niveau des féminines est en semi-pro, ils sont pas encore professionnels. Du moins, je pense qu'ils vont passer professionnels la saison d'après. Donc, il n'y a aucune reconnaissance envers ce football féminin-là. Et les travaux qu'a accompli Jean-Michel Aulas par rapport au football féminin, en fait, ils n'ont servi à rien. Parce qu'après 2019, il ne s'est rien passé. Mm. Tu n'as pas rebondi après un tel événement mondial. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu n'as pas de droit télé, ce qui est un scandale. Ça se trouve... Et moi, je pense qu'il y aura les droits télé, mais qui vont être bradés, parce que tu n'as pas le choix. Tu seras obligé de les brader. Tu fais ça, tu n'as pas de Coupe du Monde. Même si elle est en Nouvelle-Zélande, d'accord, ok, c'est en Nouvelle-Zélande, mais il te faut des droits télé. Il faut que tu continues sur la même. Il faut que tu arrives à avoir la même continuité que tu as eu pour la Coupe du Monde 2019. C'est bien, c'était sur ton sol, c'était en France. On a eu 5 millions, 10 millions de téléspectateurs pour les premiers matchs. Mais après, il faut continuer derrière. Il faut pousser le bout. Pour moi, après la Coupe du Monde, tu aurais dû mettre les féminines en professionnel. Et tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as toujours pas fait. Et je me rappelle d'un documentaire, c'était en plus pour l'équipe de France féminine. Je crois que tu en avais une qui était animatrice dans un centre de loisirs, alors que c'était une internationale. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, t'as pas grand-chose qui est fait. Les matchs de l'équipe de France féminine, au début, à l'époque des Louisa Nessib, des Gaëtan Tiné, des Amandine Henry, c'était sur C8. C'était sur Direct 8, à l'époque où ça s'appelait Direct 8. T'as pas forcément de reconnaissance. Après, c'est passé sur W9. Et là, c'est un peu plus huppé, parce qu'ils ont l'habitude, notamment en diffusant l'Europa League. Ouais. Mais t'as pas forcément de grande évolution. Aujourd'hui, c'est sur M6. Enfin, il a fallu du temps pour que tu mettes enfin sur une chaîne assez importante dans la sphère française. Et encore, c'est Et sur encore, M6. voilà. C'est sur M6 parce que TF1 a l'exclusivité de l'équipe de France. Donc, t'as pas forcément grand-chose qui est fait. L'euro, t'en fais pas grand-chose non plus. L'euro, c'est important, l'euro. Et pareil, tu montres rien. Et pourtant, tu as des progrès qui ont été faits. Le Paris Saint-Germain progresse pour le football féminin. Quand on arrive à aller au Parc des Princes pour aller voir les féminines, c'est pas rien. Tu as les ultras qui sont là, qui mettent de la voix. Et en plus, les billets sont pas chers. Donc, je vous invite à aller au Parc des Princes pour aller soutenir les féminines. Les billets sont pas chers. Et tu es très bien placé. Pour 30 euros, tu es très bien placé. Pour les hommes, c'est une autre histoire. c'est une autre histoire. Mais en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a aussi réussi à évoluer. À un moment, on avait fait demi-finale face au FC Barcelone d'Alexa Putellas. Ouais. Et même Lyon avait fait demi-finale à ce moment-là. Malheureusement, les deux équipes s'étaient inclinées. Et Lyon aussi, pour moi, en Europe, il y a eu un nivellement par le haut. Parce qu'aujourd'hui, tu as Chelsea qui est important. Tu as Wolfsburg qui est important. Tu as le FC Barcelone qui est important parce qu'il y a eu un match des féminines au Camp Nou qui est l'affluence record. Et pour moi, ça fait partie des travaux d'Aulas. Ça fait partie de ce qu'il a bâti. Et c'est pas pour rien que je dis que c'est le Florentino Pérez du football féminin. Parce que ce qu'il a créé, c'est monstrueux. Et aujourd'hui, il va falloir continuer comme ça. Florentino Pérez, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sous son impulsion à lui, au niveau français, puis au niveau continental, elle est fondamentale. Elle est exceptionnelle. Elle est quasiment capitale. Elle est quasiment capitale. Aujourd'hui, c'est grâce à lui que les féminines vont devenir des professionnels et avoir un statut Yabut. Non, apparemment, De Gea s'est blessé. Wow. Est-ce que c'est une perte? Je sais pas, mais... Je sais pas, mais en tout cas, c'est marrant quand même. Non, pour revenir sur Aulas, je pense que les deux choses qui définissent le mieux son mandat, et surtout, comme tu disais, l'apport et l'influence qu'il a eu sur le football français en général, c'est les féminines. Parce que oui, ce qu'il a fait avec l'équipe féminine de Lyon, c'est extraordinaire. D'avoir installé Lyon, oui, il y a souvent eu des comparaisons avec le Real, mais c'est justifié. Il a installé une dictature en Europe. C'est exceptionnel d'avoir fait ça parce que je pense qu'on revient il y a 20 ans, 25 ans en arrière. Bon, nous on n'était pas là, mais c'était quasiment impensable en fait qu'une équipe féminine française incarne le football féminin à l'international. Et le deuxième attrait, la deuxième caractéristique du mandat d'Aulas que j'aimerais mettre en lumière, c'est la formation. La formation lyonnaise, c'est comme les féminines, c'est ce qui se faisait de mieux en Europe, dans le monde. Quand on regardait les classements des meilleurs centres de formation,
Il y avait Lyon qui était pas loin. Lyon était toujours dans les 2 premières places et a souvent été à la première place. Bah, justement, dans ce que tu dis, et là où pour moi, beaucoup de clubs auraient dû s'inspirer de ce qu'a fait Jean-Michel Aulas et de ce qu'a fait l'Olympique lyonnais sur ses précédentes années, c'est déjà sur le travail de la formation, sur de comment tu vas réussir à construire un effectif sur la durée, parce que l'effectif des années 2000, il était quand même assez important, et aussi d'avoir des joueurs phares qui restent sur plusieurs années. Juninho, il n'a pas fait une saison et hop, il Ouais, est parti. en première ligue Ah, ou quoi. il est resté plusieurs saisons à l'Olympique lyonnais, quitte à même être capitaine de Lyon Hmm. et maintenant être une légende. Et beaucoup se posaient la question de est-ce que Lucas Paqueta va prendre le chemin d'un Juninho. Malheureusement, il ne l'a pas pris. West Ham. Il n'a pas pris ce chemin-là. Bon, après, vu comment il s'était éteint à partir du mois de décembre, ça allait être compliqué. Mais là aussi, certains clubs français doivent prendre exemple. Alors, ça va être compliqué parce Aujourd'hui, ouais, qu'économiquement, c'est compliqué, ouais, c'est ça pas va la être même très chose. difficile. Mais pour moi, le Paris Saint-Germain doit faire ce qu'a fait Lyon pour la formation, c'est-à-dire ton bassin Île-de-France, qui est à 1000 lieues de ce que peut proposer le bassin Rhône-Alpes. Et pourtant, il y en a des talents. Bradley Barcola, par exemple, ou Ryan Cherki. Le Paris Saint-Germain doit s'en inspirer. D'autres clubs aussi peuvent s'en inspirer. Marseille, par exemple, doit s'en inspirer parce que tu n'as pas de grandes pépites à Marseille, à part Boubacar Camara et Maxime Lopez. Bon, bah, tu n'as pas grand monde. C'est souvent des joueurs que tu vas aller chercher dans d'autres championnats. Le Stade Rennais essaie pour l'instant de prendre ce chemin-là. Ousmane Dembélé, Mathys Tel. Donc là aussi, tu as Hugo Chouokou, le jeune Désiré Doué. Donc voilà, ça prend ce chemin-là avec le Stade Rennais. Et la question que je vous pose, c'est que vous avez dit comment il a fait pour réussir avec l'Olympique lyonnais. Il était en avance sur son temps à ses débuts. Mais qu'est-ce qui a expliqué une telle désillusion, peut-être à partir de 2012, après leur Coupe de France? Alors Imran, lui, il a un avis plus tranché. Pour lui, le nivellement par le bas et la chute, c'était à partir de 2006-2007. Donc lui, il revient bien plus longtemps. Mais Il a qu'est-ce... pas tort. Eh ben, vas-y. Il a pas tort parce que finalement, en fait, à partir de ce moment-là, en fait, 2007-2008, c'est entre guillemets l'entrée dans le nouveau monde footballistique. C'est à partir de là que tout commence à un peu partir en cacahuète. Et en fait, finalement, il y a vraiment cette période entre, 98-99 et 2006-2007. Après, tu as, disons, 2006-2007, du coup, jusqu'à environ 2013-2014. Et là, non, pas 2013-2014, plutôt 2015-2016. Et à partir de 2016 jusqu'à maintenant, on est dans une nouvelle phase encore, tu vois. Et en fait, c'est ce que je reprochais à Jean-Michel Aulas tout à l'heure, c'est que ces tournants-là, ces courants-là qu'il faut prendre Il n'a pas et su qu'il faut prendre le bon comprendre, virage. bah, il n'a pas su les prendre et c'est ce qui a engendré petit à petit la chute de l'OL. Alors, forcément, le premier courant qu'il a raté, c'était autour de 2006-2007, mais comme il a été tellement solide dans les années 2000, il a pu amortir la chute sur la phase suivante. Mais au milieu des années 2010 et jusqu'à maintenant, bah, ça continue de dégringoler, tu vois. Et c'est ce que je soulignais tout à l'heure, c'est que, tu vois, typiquement là, actuellement, on est encore à un tournant. 2024, ce sera une année charnière pour plusieurs raisons, pour plusieurs motifs, et ça pourrait même être l'occasion d'une chronique dans le Big Five. Mais voilà, c'est des moments où il ne faut pas se louper. Et Peu ben importe alors, où tu es, peu importe comment tu es, c'est le moment de bien bosser parce que tu sais qu'à partir d'une certaine année ou de ce moment-là, si tu te foires, tu seras en retard sur tout le reste. bah, malheureusement, c'est ce qui va arriver pour Lyon. Ils vont rater le coche de 2024. À C'est pas moins une qu'ils se question qualifient. que de Coupe d'Europe. C'est une question, c'est déjà, il faut juste avoir les idées claires. Il faut savoir où est-ce que tu vas et surtout comment tu y vas et s'y tenir. Parce que si tu regardes finalement, à partir de 2007-2008, c'est là où bah, tu as le Barça qui commence à péter, avec le Barça de Guardiola, etc. C'est là où tu as le Real Real de Madrid, Mourinho. le Real Madrid qui est sur la fin aussi. Et derrière, jusqu'à 2011-2012, c'est compliqué, tu vois. Donc le temps que tu reviennes, etc. Tu regardes, tu fais un tour d'Europe comme ça. Le Bayern aussi, 2006-2007. Bon, en Bundesliga, c'était pas trop ça. Mais après, il y a eu la seconde phase. Il y a eu la seconde phase au tout début des années 2010 ou au milieu des années 2010. Bon, bah là, ils l'ont prise sur cette période. Ils prennent 2 C1 et ils prennent 11 Bundesliga d'affilée, tu Bah, vois. justement, par rapport à Lyon, et le problème que j'ai souvent pointé, selon moi, à Jean-Michel Aulas, c'est l'importance des Coupes d'Europe. On sait que lui, il avait en ligne de mire chaque année la Ligue des Champions. Il n'éprouvait pas trop d'importance envers l'Europa League. Et pourtant, il y a eu quelques petites épopées. L'année où ils se font éliminer face à l'Ajax, Ouais, en l'année 2017. où le match sensationnel, où ils se font éliminer face à Tottenham, où Gareth Bale sort un match assez sensationnel, à la frappe d'Umtiti. Tu as eu ces coachs-là que tu as ratés. Les éliminations piteuses face à la Giorgio,
Oui, parce qu'il faut les Non, citer. il faut en parler. Il faut en c'est parler sûr. et malheureusement, Jean-Michel Aulas n'a jamais éprouvé une quelconque importance envers ces compétitions-là, envers cette compétition qu'est l'Europa League. Et par exemple, Chelsea, quand ils se font reverser en Europa League en 2012, Ils veulent la gagner. ils vont la Ouais. gagner. Ouais, ouais. Ils la gagnent. Séville, qui fait une saison minable, et ben, ils gagnent l'Europa League encore une fois. Donc c'est là où on pouvait reprocher à Jean-Michel Aulas d'accorder une trop grande importance envers la Ligue des Champions, notamment pour la prime du début de saison. Mais au final, qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir progresser si tu fais un très bon parcours en Europa League? Et qu'est-ce qui t'empêche de progresser si tu gagnes même Ils l'Europa auraient League? pu la gagner, surtout Ils auraient pu, et sur même certaines c'est pas saisons. qu'ils auraient pu, c'est qu'ils auraient dû la remporter. Ils auraient dû la gagner. Le match face à Tottenham, bah, je l'ai regardé en direct, la frappe de Mtiti, je me dis, oh bah tiens, on va se qualifier, dis donc. Et non, Gareth Bale qui est à la lumière. Le match aussi où ils se font éliminer face à l'Ajax, bah voilà, pareil, Ouais, ils éteignent la ils sont lumière. passés à peu. L'année en 2016-2017 où ils se font éliminer en 8e face au CSKA Moscou, je suis désolé, mais c'est pas possible. Tu peux pas te faire éliminer face au CSKA Moscou. Et il y a eu beaucoup trop de coches qui ont été ratées par l'Olympique Lyonnais. En championnat, et ben malheureusement, tu as totalement dégringolé. Mm. Ton effectif, tu n'as jamais su avoir un effectif et une ossature complète avec Lyon, parce qu'avec le départ de Lacazette, avec le départ de Fekir, avec le départ de Tolisso, tu n'as jamais su réellement remplacer cet effectif-là. Tu n'as jamais réellement réussi à remplacer ces cadres-là de ton effectif. Parce que le Fekir, qu'on le veuille ou non, tu l'as potentiellement pas remplacé. Parce que Depay, autant en Ligue 1 c'était intéressant, mais même en Ligue 1 c'était très irrégulier. Mais il n'a pas permis à Lyon de passer un cap. Il n'a pas permis à Lyon de passer un cap. Paqueta n'a pas permis à Lyon de passer un cap. Et pourtant, c'est ce qu'on attendait de Paqueta. Il était très Qui prenne talentueux. En la plus, relève hein. de Juninho, eh bien, il ne l'a pas fait. Même fils de paille, on savait très bien qu'il avait des envies d'ailleurs, et notamment de se servir de Lyon comme d'un tremplin. Et au final, il est resté 3 saisons à Lyon. Il est quand même resté un bout de temps. Et moi, je trouve que c'est une erreur de Depay d'être parti de l'Olympique lyonnais. Parce qu'au final, il aurait vraiment pu s'inscrire dans la durée. Au milieu de terrain, tu n'as jamais su notamment les remplacer. Même si tu arrives à avoir certains joueurs de qualité, pour moi, Maxence Cacré, tu dois bâtir l'effectif autour de ce joueur-là. Mais même là, cette saison, Maxence Cacré, c'est Ouais, compliqué. Il y a eu beaucoup de déceptions. Même un Oussem Aouar, par Oussem exemple. Aouar, c'est ça une aurait grosse pu déception. être exceptionnel. Oussem Aouar, tu vois, typiquement, lui, t'aurais dû le vendre beaucoup plus tôt. T'aurais dû le vendre. 2020, Final 8. Voilà, c'est ça, ouais. Mm. T'aurais dû le vendre. Après, on sait qu'il y a l'histoire d'agents, de frères aussi autour de Voilà, lui. c'est Ça a été très très important. compliqué à ce Frère, niveau-là. C'était voilà. un pire, tu vois, parce qu'il avait encore une certaine cote, même s'il n'a pas joué de Coupe d'Europe à ce moment-là. Mais en fait, ça, c'est même pas que de la faute de Jean-Michel Aulas, parce qu'il faut pas non plus lui jeter tout le temps la pierre ou tout mettre sur son dos. Ça, c'est une question, ça, c'est le problème, c'est l'un des mal récurrents de l'ensemble du foot français. C'est-à-dire que c'est soit on veut tout ce qui brille, soit on veut rien du tout. Et pour eux, c'est ouais, Ligue des Champions, super. Sinon, bah, on s'en fout, tu vois. Et il est là le vrai problème, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait au football français, aux dirigeants, aux joueurs pour se dire, bah, l'Europa League mérite d'être jouée et mérite d'être Comme gagnée. tu l'as dit tout à l'heure. L'Europa Conférence mérite d'être jouée et mérite d'être gagnée. Parce que concrètement, c'est ça. Si tu regardes la Roma, là, sur deux dernières saisons, c'est vainqueur de la Ligue Europa Conférence et ça final. mène Séville jusqu'au penalty en Europa Tu vois, League. tu sais que la Conférence League, Marseille l'a prise au sérieux. Ils se sont fait éliminer, malheureusement, face à Feyenoord. Marseille, au niveau Coupe d'Europe, c'est vraiment le club le plus, au niveau de la mentalité, c'est peut-être ils l'ont. le club qui comprend le mieux Voilà. l'importance d'une Coupe d'Europe. Ils Alors, je ne l'ont dis pas que prise c'est les aussi. meilleurs, mais Bah, tu vois, ils genre l'ont- C1, ils se gèrent, enfin, quand ils font pas 0 points. Ça, c'était bien, par contre. Oui, Ah, c'était stream. marrant ça. C3, ils la prennent à fond. La C4, ils l'ont prise à fond l'ont quand prise ils à l'ont fond. joué. Et c'est ça en fait. Ils ont C'est- fait demi-finale. Oui, c'est ça. Et il est là le vrai problème, c'est que si. Et encore, tu vois, sur leur demi-finale, il y a des regrets, mais ça, c'est. En plus. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que si les clubs français avaient au moins cette mentalité-là, comme Marseille sur les Coupes d'Europe, mais la France n'aurait pas un tel retard et on pourrait beaucoup plus parler de Big Five à ce moment-là que de Big Four. Parce que pour moi, je suis désolé, encore une fois, quand on dit les 5 grands championnats, je trouve que c'est extrêmement prétentieux de dire que le football français, du moins le football français de club, est top 5 européen. Concrètement, à part l'indice UEFA, je suis désolé, mais si je regarde dans les faits, au niveau de la culture des Coupes d'Europe et même de la compétitivité de certains championnats, qu'est-ce qui empêche de dire que l'Eredivisie est au-dessus? Ou même que le championnat portugais est au-dessus? Ou au moins que ce soit un niveau équivalent? En termes de concurrence en championnat, Parce que c'est peut-être moins exposé, c'est peut-être moins regardé et moins Sur exposé. nos équipes moyennes, je pense qu'on a de l'avance quand même. quand même. Beaucoup. Sur les équipes Sur moyennes, ouais. Toulouse qui est 10e de Ligue 1 à peu près
Je vais regarder le 10e de Ligue 1 en Eredivisie, là je l'ai pas de tête. Je pense qu'il y a quand même une grande différence. Même peut-être aussi dans la concurrence pour se qualifier en Europe. Bon, eux, c'est plus compliqué puisqu'ils ont moins de place. Et pourtant, ils arrivent à plus souvent se qualifier. Ces barrages-là, Et ces ils font les meilleurs barrages-là, résultats. c'est ça, ces barrages-là que nous, qu'on galère à passer, eux, ils Et partent de pourtant, plus le- loin et à le- chaque fois, ils nous Et tabassent. pourtant, le premier de Eredivisie, je crois même qu'il doit faire des barrages. Ouais, Mais sur la certaines dernière saisons. fois, Ouais. c'était. Est-ce que je sais plus si c'était Monaco ou si c'était. Monaco, oui. Je C'était cite les Nice. losers de Monaco, Oui, oui. 2 années d'affilée. ouais, c'est ça. Il y a eu Monaco, Monaco, il y a eu Nice aussi. CSKA Moscou et l'année dernière, c'était Braga. Il y a cette année, c'était il y a eu Braga. un club français qui a été éliminé par le Ah, PSV. le FC Bâle. Non, c'était pas le FC Bâle. Éliminé par le PSV en barrage, En barrage. c'est Monaco. Là. C'est Monaco. C'est Monaco cette Ouais. saison. Il y Et avait eu l'année dernière, Prague, Prague, je sais pas. le Sparta ou Oui, le le Slavia. Sparta, Le possible, Sparta. hein, bon. Et il y a C'est eu les l'année deux. dernière le Shakhtar 2 des Serbes qui éliminent Monaco, Ouais. qui ont été pitoyables. De toute façon, Monaco, Il y a un eu jour, le on va en Nice aussi reparler. face à Naples pour la Ligue des Champions. Enfin, Ouais. Nice en face au 2017. FC Bâle cette saison. Tu vois, tu parles de Conference League. Il fallait prendre une certaine continuité de Marseille. Qu'est-ce qui se passe? Nice qui se fait éliminer face au FC Bâle. Non, mais eux, ils sont éliminés par le FC Bâle. Le scénario du match sur les deux confrontations, on pourra en parler. Mais dans les faits, Nice, quand même, tu vois quand même qu'ils ont tenté de jouer le coup à fond en Conference League. Alors après, ils ont atteint leur limite et ils sont se fait avoir par l'inexpérience des Coupes d'Europe, mais parce qu'il n'y a pas cette culture-là. Et cette culture-là, ça passe par le fait de jouer plus régulièrement l'Europa League, jouer plus régulièrement. Bon, la Conference League n'existe que depuis 2 ans. Mais en fait, c'est ça qu'il faudrait inculquer. Et Aulas, lui, il a ramené ça. Parce que du moment qu'il a ramené l'OL en C1, même si on peut dire, ouais, il voulait jouer la C1 et il calcule que la C1 par rapport à la prime. Mais au moins, tu disais, si je vais à l'Olympique Lyonnais, je vais dans une équipe qui joue la Champions League. Je vais dans une équipe du top 8 européen. Et même par rapport à ça, il y a eu des choix aussi qui ont été mauvais, malheureusement, de la part de Jean-Michel Aulas. C'est déjà les embrouilles qu'il y a eu avec Juninho, qui a fait qu'il est parti peu après. La promotion de Vincent Ponceau en tant que directeur du football, alors que c'était le directeur du marketing, et qui n'est clairement pas à la hauteur. Bruno Chirou, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Tu as eu beaucoup de choix qui ont fait que Jean-Michel Aulas, tu sentais qu'on était plus sur la fin que sur le début. Et maintenant que c'est totalement terminé, maintenant qu'on a John Textor, qui franchement, je suis pas du tout emballé par cet homme-là. Je suis même pas du tout confiance en ce président-là. Déjà, c'est un Américain, donc bon, avoir confiance aux Américains, c'est assez culotté, mais c'est... Dans d'autres sports, oui, mais dans le football, non. Dans le football, ouais, c'est Ouais, dans le compliqué. football, c'est hors de question. Hein. Et hors de question que je fasse Très confiance. mitigé les Américains dans le football en France. T'as eu à Bordeaux les Américains Kill catastrophiques. Street, À Marseille, c'est très compliqué les premières années. Là, ça revient mieux parce qu'il a placé les bonnes Voilà, personnes. parce hein, c'est qu'il pas a lui qui mis dirige. Oui, quelqu'un. à Longoria, etc. Toulouse, c'est Redbirds des Américains, mais à Milan, c'est plus compliqué. Donc, à Chelsea, c'est catastrophique pour l'instant, même si les moyens sont mis. à Paris, c'était catastrophique quand il y avait Colonie Capital. Puis on sait que dans ces autres clubs, Textor, il y a des problèmes. Il paye pas forcément tout le monde. Il a plein de clubs. C'est surtout quelqu'un qui n'a pas les idées en place. Quand il parle de vouloir développer l'intelligence artificielle ou des caméras qui filment les gens, enfin, Ouais, tout c'est pas le tout football, n'est ça. pas en place avec John Textor. Et est-ce que Lyon, selon vous, sera-t-il capable de se relever de l'après-Aulas? Peut-être un peu comme ce qui s'est passé avec Ferguson à Manchester United. Bah, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ça va prendre du temps. Parce que Aulas, il me semble qu'il était là depuis plus d'une trentaine d'années. Enfin, Il était depuis la fin des années 80. Ouais, il me semble. fin des années depuis 80. 86, 87, bah, comme quand Ferguson est arrivé à United. Donc la comparaison est toute trouvée. Il faut voir ce que ça va donner avec Textor. Peut-être que il faudra regarder aussi au-delà de la saison 2023-2024 parce que les dernières saisons lyonnaises sont pas bonnes. Elles sont mauvaises. Voilà, Pour un club comme Lyon, elles sont mauvaises. Et surtout dans les ambitions, il va falloir peut-être arrêter pour Lyon de se focaliser sur son centre de formation. Parce que le centre de formation est talentueux, il n'y a pas de souci, mais tu ne peux pas donner autant d'importance à des joueurs comme Bradley Barcola, à des joueurs comme Ryan Cherki, qui sont les joueurs qui apportent la lumière. Et heureusement que Lacazette est revenu pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Malheureusement, Tolisso, bon, en termes de blessures, on sait que c'est assez compliqué pour lui, mais il va falloir remobiliser les troupes plus rapidement que prévu. bah, il va falloir essayer de trouver cet équilibre entre qui est un petit peu ce que cherchent tous les clubs, trouver la parfaite alchimie entre ce contingent de jeunes joueurs, de jeunes pépites qui sont originaires de ton centre de formation et en même temps réussir à les allier avec des joueurs un peu plus expérimentés, pourquoi pas aller chercher en Ligue 1, peut-être même en Ligue 2, regarder un petit peu ce qui se fait dans les championnats étrangers. C'est pour ça que je pense qu'il faut miser sur le long terme. De toute façon, à mon avis, si Textor est là, et même s'ils ont mis un entraîneur comme Laurent Blanc,
ce serait bénéfique pour l'OL de rester plusieurs années à minima avec ces deux personnalités-là. Après, à voir qui composera le directoire de Lyon, les moyens qui vont être mis en place, parce que voilà, comme Textor a plusieurs clubs, il faut voir aussi l'importance des liquidités qu'il va pouvoir injecter à Lyon. Bah, t'as un bon exemple, Tony Bloom, avec l'Union Saint-Gilloise Ouais. et Brighton, qui gère très bien ces deux clubs-là. Mais Oui, qui ont... après, pour Textor, ça va être une autre mince affaire, parce que là, il a Lyon, un club qui compte dans la sphère Bien sûr. de la Ligue 1. Donc ça va être très qui important. comptait même en Europe aussi. Et ça, est-ce qu'un tel investisseur a conscience de l'histoire et du poids qu'a Lyon en France et même dans le football européen? Non. Malheureusement, connaît le ouais, foot déjà c'est même? pas sûr. Bah ça, c'est la première question qu'on devrait se poser. Malheureusement, je pense que la réponse est négative. Non, je pense qu'il le connaît, mais Il connaît le business du foot. Oui, il connaît le business. il connaît le mais- business du foot et je pense même qu'il connaît un peu le foot, mais en général, les Américains, le truc qu'ils regardent le plus, si c'est pas le Real ou le Barça, c'est la première ligue, les mecs. Donc quand t'arrives à Lyon comme ça, même si on t'a bien briefé et tout, hein, que tu vas pas arriver totalement en terrain connu, mais encore une fois, moi je vous dis, les Américains en matière de football, il y a de quoi être vraiment extrêmement méfiant parce que des fois ça peut plutôt bien aller, ça peut te mener vers des sommets, mais c'est beaucoup trop court et tu savoures beaucoup trop peu pour la suite en fait, et tu passes par beaucoup trop d'embûches pour pas grand chose finalement. Alors qu'avec d'autres types d'investisseurs, peut-être que tu n'aurais pas connu tout ça, ou peut-être que tu aurais eu encore plus de succès. Mais ce qui est sûr, c'est que les Américains, ils ont... Bon, vous allez dire que c'est un peu bête de dire ça, mais ils ont une vision très américaine du sport, mais la vision américaine du sport n'est pas forcément compatible. Elle n'est pas compatible avec la vision du football en Europe, tu vois. Bien sûr. Même si après, dans la manière de le traiter, de l'analyser, etc., c'est en train de s'américaniser. Alors, L'américanisation du football. on est en train si de vous voulez mourir à faire coup avec, de stats toutes plus farfelues que les unes que les autres. D'ailleurs, comme il y a des Parisiens autour de cette table, va falloir que vous me dites si depuis l'année dernière, j'ai déjà vu une autre stat sur les poteaux de Messi. Voilà, Ça, c'était une folie, ça. c'est pour vous dire, on croule sous les trucs. Enfin, Ça, juste ça en vient de fait. la NBA, ça, par contre. Oui, c'est ça, en fait, il y a trop de stats. Mais ça, pour moi, le stat, c'est le symbole de l'américanisation, justement, du football. Exactement. De toute façon, tu prends la NBA, quand on dit 20 points, 30 assists, 25 rebonds, ok, bon. En NBA, d'accord. En Messi, on va pas dire 2 buts, 2 passes décisives, on va dire ça, mais on va pas dire 4 3 barres transversales, ouais. 2 passes décisives qui ont percé la moitié du terrain adverse, 2 passes décisives qui ont 2 passes qui ont percé la ligne verticale adverse. C'est les passes clés, quoi. Ouais, mais Expected goals, expected assists, c'est ça qui pose expected, Expected je sais pas corner. moi, je sais pas, c'est Expected il y a trop de, qualification. en fait, il y a trop de dans le football et le fait que les Américains s'intéressent à ça, bah c'est pas étonnant. Et Parce le que tout ce qui est capitaine- opulent, bah ça intéresse les Et Américains. le capitaine de toutes ces stats, les fameuses GA. Ah non, ça c'est pas le problème. Les capitaines. De toute façon, je vais vous dire, les premiers coupables, avant tout, c'est les fans de Messi et Ronaldo. Et de Guardiola aussi. Les trois là, je vous le dis, hein, ils sont dans mon visage. Je Fan réponds à du 2 tiki-taka. catégories. Ah oui, bah ouais, c'est le problème. Mais moi, je vous le dis, hein, on va pas être amis, on va pas être copains, mais j'ai mon édito pour la semaine prochaine, je crois.